Comment améliorer la qualité de vos ovules? Comment avoir des ovules de meilleure qualité? Que signifie qualité des ovules? La qualité des ovules est-elle la même chose que votre AMH ou votre réserve ovarienne? Je vais vous expliquer cela dans une courte vidéo. Nous allons explorer pourquoi l'âge est le premier facteur prédictif de la qualité des ovules. Tout d'abord, nous devons comprendre ce qu'est la qualité des ovules. La qualité des ovules désigne essentiellement la génétique de l'ovule. Lorsque nous pensons à vos ovules, ceux-ci contiennent en fait tous les chromosomes que vous possédez. Il existe donc une image produite en laboratoire de son ensemble complet de chromosomes, classés par paires numérotées selon leur taille, leur forme et leur structure. On l'appelle également karyotype. Le karyotype d'une femme est donc 46-20. À l'intérieur de votre ovule, dès votre naissance, ces chromosomes sont reliés les uns aux autres, en deux brins de 23X. Ils sont maintenus dans cette position parfaite. Ce processus est appelé métaphase de la méiose. Le terme métaphase signifie au milieu. Ces chromosomes sont donc appariés au milieu. Je ne sais pas pourquoi l'ovaire est fait ainsi, mais vos ovules sont maintenus en métaphase de la méiose dès votre conception dans l'utérus de votre mère. Et ils restent ainsi jusqu'à l'ovulation, moment où vos chromosomes se séparent. Vos ovules ont 23 chromosomes. Chaque ovule a 22 autosomes numérotés, des chromosomes non sexuels, et un chromosome sexuel X. Chaque ovule est prêt à être fécondé par un spermatozoïde qui possède également 23 chromosomes. Mais dans le cas d'un spermatozoïde, il possède 22 autosomes numérotés et un chromosome sexuel Y. Lorsque l'ovule est fécondé, les ovules fécondés auront 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels. Le karyotype de l'embryon sera donc soit 46, 20, soit 46, XY. Il est donc important de comprendre que ces chromosomes sont maintenus à distance les uns des autres par des fuseaux méiotiques, qui sont des protéines. Ces protéines les maintiennent dans un alignement parfait. Plus elles restent longtemps en place, plus ces protéines se dégradent et plus le nombre de divisions anormales augmente. Il en résulte que ces chromosomes ne se divisent pas de manière uniforme. Vous obtenez alors un ovule qui n'est pas 23X. C'est ce qu'on appelle l'aneuploïdie, un nombre anormal de chromosomes. L'âge est le premier facteur déterminant de la qualité des ovules. Tous les médecins spécialisés dans la fertilité vous le diront. En effet, plus les ovules restent longtemps en métaphase, plus ils s'usent. Le risque que quelque chose se passe mal augmente. Cependant, certains facteurs accélèrent la dégradation de ces protéines. D'autres peuvent au contraire la ralentir. Ces protéines sont affectées par leur environnement. Nous disposons de plus en plus de preuves démontrant que le monde qui vous entoure, ce que vous ingérez et appliquez sur votre corps, ainsi que l'environnement dans lequel les ovules se développent, ont tous une incidence sur la qualité des ovules. Vous ne pouvez pas remonter le temps. Plus vous êtes jeune, mieux c'est. Que vous envisagiez une FIV, la congélation de vos ovules ou simplement d'essayer de tomber enceinte, vous devriez toujours essayer de commencer le plus tôt possible. En effet, la jeunesse l'emporte sur tout le reste. Nous voulons pouvoir avoir la meilleure qualité d'ovules possible. Par conséquent, comprendre ce qui modifie la qualité des ovules vous aide à comprendre ce que vous pouvez faire. Rapidement, faisons la différence entre la qualité des ovules et leur quantité, ou réserve ovarienne. La réserve ovarienne correspond au nombre d'ovules dont vous disposez. Vous êtes peut-être jeune et avez donc une meilleure qualité d'ovules. Mais vous pourriez tout de même manquer d'ovules prématurément et avoir une faible réserve ovarienne. La qualité des ovules et la réserve ovarienne sont indépendantes l'une de l'autre. La seule chose qui est constante, c'est qu'en vieillissant, vous aurez moins d'ovules. Et à mesure que vous vieillissez, la qualité de vos ovules diminuera. La quantité d'ovules peut être vérifiée à l'aide d'un test sanguin appelé AMH et d'un comptage des follicules en trop. En substance, nous mesurons le nombre d'ovules qu'il vous reste. Les deux facteurs qui déterminent le succès d'une FIV sont donc le nombre d'ovules dont vous disposez ou votre réserve ovarienne et votre âge, c'est-à-dire essentiellement la qualité de vos ovules. Malheureusement, l'ovule est une cellule unique remplie principalement d'eau, qui contient de l'ADN. Un médecin spécialiste de la fertilité ne peut donc pas tester cet ADN. Il s'agit d'une seule cellule. Le médecin détruirait l'ovule.
Il n'existe donc pas de test pour évaluer la qualité des ovules. Votre médecin ne peut pas simplement effectuer une analyse sanguine, examiner vos ovules et dire « Oh, ce pourcentage est génétiquement normal ». Cependant, nous pouvons examiner les normes liées à l'âge et dire « D'accord, voici ce qui sera probablement normal en fonction de votre âge ». Et ce sont des données issues d'études sur l'infertilité dans lesquelles nous testons un embryon. Clarifions notre terminologie. Un ovule est une cellule unique dont le patrimoine génétique provient uniquement de la mère. Un embryon est un ovule fécondé. Il possède à la fois le patrimoine génétique de la mère et celui du père, ou celui de l'ovule et du spermatozoïde. Une biopsie consiste à prélever un petit échantillon de tissu ou de cellules du corps. Celui-ci est ensuite examiné au microscope ou testé en laboratoire. Et lorsqu'un embryon atteint le stade multicellulaire, il est traditionnellement biopsié au stade blastocyste, qui compte environ 300 cellules. Il est possible de prélever quelques cellules du composant placentaire appelé trophectoderme, sans endommager l'embryon. Nous pouvons donc tester un embryon, mais pas un ovule seul. C'est l'une des grandes limites de la congélation des ovules. Votre médecin ne peut pas vous dire avec certitude combien de vos ovules sont génétiquement normaux. Votre médecin ne peut émettre que des hypothèses basées sur votre âge. C'est tout ce dont nous disposons. Nous devons nous contenter de ces hypothèses. C'est l'un des avantages de la création d'embryons. Votre médecin sait quel pourcentage de vos embryons est normal. Les inconvénients de la création d'embryons sont, bien sûr, leur coût plus élevé et leur complexité. De plus, cela vous lie indéfiniment à une seule source de sperme, ce qui n'est peut-être pas ce que vous souhaitez. Essayez d'optimiser la qualité de vos ovules augmentera donc vos chances de tomber enceinte naturellement. Optimiser la qualité de vos ovules facilitera la FIV et la congélation des ovules ou des embryons. Vous devez donc faire tout votre possible pour optimiser cela. Si l'on se réfère aux données, si vous avez moins de 35 ans, environ 60% des embryons sont génétiquement normaux. Si vous avez environ 35 ans, près de la moitié des embryons seront génétiquement normaux. Si vous avez entre 37 et 38 ans, près de 40% des embryons seront génétiquement normaux. Si vous avez entre 39 et 40 ans, 30% des embryons seront génétiquement normaux. Si vous avez entre 41 et 42 ans, 20 à 25% des embryons seront génétiquement normaux. Et enfin, au-delà de 42 ans, 10% ou moins seront généralement génétiquement normaux. Et cela concerne les embryons que vous envoyez. Si vous n'envoyez qu'un seul embryon et que vous avez 42 ans, il y a de fortes chances que l'embryon ne soit pas normal. Cependant, nous n'en sommes pas certains. C'est pourquoi votre médecin vous dira parfois que, pour que le calcul soit bon, vous devrez peut-être effectuer plusieurs cycles de FIV. Faites ce cycle, puis un autre afin que les calculs aboutissent et que vous trouviez un embryon génétiquement normal. Si vous êtes plus âgé mais que vous avez une réserve ovarienne plus élevée, les calculs seront plus favorables. Si vous êtes plus jeune, même si vous avez une faible réserve ovarienne, les calculs seront probablement encore corrects. Lorsque vous vieillissez et que vous avez une faible réserve ovarienne, c'est à ce moment-là que vous devez vraiment comprendre vos chances de réussite. Cela dit, comment améliorer la qualité des ovules ? C'est le sujet de cette vidéo. La première chose à comprendre est que vos ovules sont extrêmement sensibles au maintien de cette phase métaphase. Les toxines sont donc extrêmement nocives. Il a été démontré que le BPA a un impact négatif. Il a été démontré que les phtalates ont un impact négatif. Des facteurs tels que la fumée de cigarette diminuent la qualité et la quantité de vos ovules. La marijuana diminue également le nombre d'embryons et leur qualité. Ce sont donc toutes des toxines présentes dans votre environnement. Alors, arrêtez de fumer des cigarettes et de la marijuana. Examinez les produits que vous utilisez pour préparer vos repas. Cessez de boire dans des récipients en plastique. Cessez de cuisiner dans des ustensiles en téflon. Cessez de réchauffer du plastique au micro-ondes. Commencez à remplacer vos produits de beauté et vos ustensiles de cuisine par des produits moins toxiques. Ces petits changements font toute la différence. Ces produits chimiques éternels s'accumulent dans votre circulation sanguine à mesure que vous y êtes exposé. Et nous disposons de données montrant qu'ils ont un impact sur la stabilité de la génétique à l'intérieur de l'ovule.
Une autre catégorie importante ici est l'inflammation. L'inflammation et l'inflammation chronique sont des toxines à l'intérieur du corps. L'inflammation peut provenir de différentes sources. Je suis convaincu que le corps est un tout interconnecté. Par exemple, il est irréaliste de penser que si vous ne dormez pas beaucoup, votre corps fonctionnera à son rendement maximal. Peu importe que vous vous sentiez bien. Voyons comment le manque de sommeil peut affecter votre organisme. Premièrement, c'est pendant le sommeil que votre corps guérit l'inflammation cellulaire. C'est à ce moment-là que vos cellules se régénèrent. C'est à ce moment-là que tout est retraité, que vous éliminez les toxines. Donc, si vous ne dormez pas 7h30 à 8h par nuit, vous ne bénéficiez pas de cet avantage. Si vous êtes très stressé, votre corps fonctionne en permanence selon un mécanisme de fuite ou de combat. Cela entraîne un taux de cortisol très élevé. Cela provoque l'arrêt de la glande pituitaire tout en causant une inflammation, car votre corps ne va pas digérer et éliminer les toxines comme il le devrait. Votre corps est prêt à fuir un ours. Or, le corps humain n'est pas fait pour vivre dans ce monde de stress chronique dans lequel nous vivons. Et le stress est un concept très large. Il peut s'agir de votre travail, d'une maladie, d'un stress émotionnel ou d'un traumatisme. Mais tout cela a son importance. Il est essentiel d'y remédier d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi des pratiques telles que l'acupuncture, la méditation, la thérapie, le conseil, le yoga ou tout ce qui peut vous permettre de vous éloigner un instant de votre stress sont extrêmement bénéfiques pour votre guérison. Je recommande donc 30 minutes par jour. Que ce soit une promenade avec les oiseaux, une séance d'acupuncture, de la méditation, du yoga, la rédaction d'un journal, la lecture. Peu importe ce qui vous aide à réduire votre stress, vous devez le faire. Et puis, il y a l'alimentation. Il existe des aliments qui provoquent des inflammations, comme les aliments transformés, les sucres ajoutés et la viande rouge. En fait, plus vous consommez de protéines végétales plutôt que de protéines animales, mieux c'est pour votre corps. Les produits laitiers sont controversés, probablement en raison de la comparaison entre les produits allégés et les produits entiers. Mais le corps n'est pas fait pour consommer beaucoup de protéines animales. Et en ce qui concerne les produits laitiers, les produits entiers sont probablement meilleurs que les produits allégés. Cela s'explique par le processus de transformation. L'ajout d'additifs synthétiques pour conserver l'aspect du lait est plus inflammatoire pour l'organisme que la consommation de produits laitiers entiers. D'un point de vue alimentaire, je recommande donc un régime alimentaire peu inflammatoire. Cela signifie des aliments complets et une grande variété de fruits et légumes. Ne les limitez pas. Consommez des céréales complètes et des glucides complexes. Vous n'avez pas besoin d'éviter le gluten, sauf si vous y êtes sensible. Si vous souffrez de la maladie de Hashimoto, d'une maladie thyroïdienne ou d'une maladie auto-immune dans votre famille, vous pouvez être sensible au gluten. Je recommande également des aliments pauvres en sucre et peu transformés. Il s'agit simplement de consommer une variété d'aliments riches en nutriments, afin d'apporter à votre corps ce dont il a besoin. Cela signifie-t-il pour autant que vous ne pouvez pas manger de gâteau ? Non, vivez votre vie. Mais essayez de limiter les inflammations la plupart du temps afin de préserver vos ovules et votre corps tout entier. Ainsi, votre corps n'aura pas de mal à digérer un aliment toxique. Si vous mangez un morceau de gâteau et que cela provoque une inflammation, ce n'est pas grave. Une part de gâteau occasionnelle pour votre anniversaire, ce n'est pas grave. Votre corps s'en accommodera très bien, car il n'est pas constamment soumis à une inflammation chronique. Et puis, il y a les compléments alimentaires. La coenzyme Q10 est probablement l'un des meilleurs. Elle aide à soutenir les mitochondries, qui sont les centrales énergétiques des cellules. Nous apprécions également l'acide folique et les acides gras oméga 3. Ces acides gras oméga 3 sont très importants pour le développement cellulaire. Ils sont donc essentiels à la formation des ovules. Nous constatons une baisse de la qualité des ovules en cas de carence en vitamine D, veillez donc à prendre un supplément de vitamine D. Nous recommandons à tout le monde de prendre 1000 unités internationales supplémentaires de vitamine D en plus de ce qui est contenu dans vos vitamines prénatales. Recherchez les acides gras oméga 3, EPA et DHA, qui sont soit présents dans vos vitamines prénatales, soit prenez-les séparément. Selon les meilleures études,
La coenzyme Q10 doit être prise à raison de 200 mg par jour, 3 fois par jour. Si votre complément prénatal contient de la coenzyme Q, vous devrez peut-être en prendre un peu plus. Nous allons ensuite aborder des points spécifiques à votre situation. Si vous souffrez d'endométriose ou d'une autre maladie inflammatoire, des doses élevées de vitamine C, de vitamine E et d'acétylcystéine peuvent également vous aider. Si vous avez une faible réserve ovarienne, la DHEA peut être utile pour améliorer les androgènes. Il ne s'agit donc pas de prendre n'importe quoi. Vous devez prendre des compléments alimentaires très spécifiques. Parlez-en à votre médecin. Dans l'ensemble, maintenez un poids santé, car le surpoids est également inflammatoire. Pensez donc à dormir, à manger sainement, à prendre des compléments alimentaires, à maintenir un poids santé et à faire de l'exercice. Je ne recommande pas de faire tout le temps des entraînements stressants et intenses, car cela provoque des inflammations. Cela signifie-t-il que vous ne pouvez jamais vous entraîner très intensément? Non, bien sûr, l'entraînement est excellent pour votre corps, mais veillez à traiter votre corps avec douceur et à vous accorder suffisamment de temps pour vous reposer et récupérer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile.